Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Ma Ligue 2, une émission qui sera forcément pas mal axée sur le mercato qui s'est conclu ce lundi soir avec beaucoup de mouvements inattendus en Ligue 2. Pour en débriefer, je suis entouré des chroniqueurs habituels de Ma Ligue 2 avec Laurent Mazur et Philippe Dechter. Salut messieurs, bon il n'y a pas eu de transfert de dernière minute pour vous, vous prolongez l'aventure avec ML2, c'est bon? Oh oui, bonjour Dorian. Bonjour Dorian, bonjour Laurent, on poursuit. Bonjour à tous. On sait que Philippe était approché par CFoot, la chaîne, ouais, qui n'existe plus. Mais... Et TPS aussi. Exactement, voilà. Exactement. Bon, du coup, pas très grosse proposition, il reste avec nous. Nous serons également avec Frédéric Souget, rédacteur en chef du site Métrosport, pour revenir sur le dernier jour agité de Grenoble et surtout très prolifique avec 3 arrivées. Mais avant de parler transfert, nous reviendrons quand même sur les faits marquants de la 6e journée. Et puis nous accueillerons notre joueur du mois de septembre, Gaëtan Weisbeck, qui brille en ce moment avec Sochaux. Messieurs, commençons sans plus tarder cette émission par les faits marquants de la 6e journée. Je rappellerai les résultats après, mais rapidement, qu'est-ce qui vous a marqué ce week-end? On va commencer pour une fois par Philippe. Eh ben moi, j'ai beaucoup aimé la prestation de Mickaël Le Bihan lors de la victoire d'Auxerre contre Ajaccio. Alors certes, une équipe d'Ajaccio qui était fatiguée et diminuée et puis un peu fragile, mais il n'empêche, Mickaël Le Bihan, j'ai l'impression de retrouver le Mickaël Le Bihan d'il y a quelques saisons qu'on a découvert au Havre. Il monte en puissance. Il avait commencé vraiment à marquer un but important contre 3 sans faire une très grosse prestation. Et là, je trouve qu'il prend de la confiance. Surtout, il est hyper collectif. Il marque 2 buts, mais il en offre également un. Du coup, Rémi Dugimon retrouve aussi de la confiance en inscrivant un doublé. On a vu que Kevin Fortuné aussi a marqué sur penalty en deuxième partie de rencontre. Donc j'ai l'impression que voilà, en fait, Mickaël Le Bihan, il est en train de tirer toute l'équipe auxerroise, en tout cas la partie offensive, vers le haut. Et c'est important pour une équipe comme Auxerre. Enfin, s'ils n'avaient pas battu Ajaccio, je pense que typiquement on aurait pu être dans une situation de crise après la déroute à Toulouse. Et là, ça fait beaucoup de bien. Et je pense que Mickaël Le Bihan est un des grands acteurs de cette journée de Ligue 2. Effectivement, co-meilleur buteur de Ligue 2 avec notre invité Gaëtan Weisbeck. Laurent, qu'est-ce qui t'a marqué ce week-end? Mickaël Le Bihan et Auxerre ont fait très mal à une équipe comme Ajaccio. Ajaccio a pris 5-1 quand même à la baie des Champs pour une des meilleures défenses, la deuxième meilleure défense de la saison passée. Ça fait quand même mal. Voilà, donc c'est ce résultat-là et celui du Havre aussi qui a perdu 3-0 du côté de Paris. Mais je vais revenir sur Ajaccio, c'est quand même de plus en plus inquiétant ce que l'on peut voir. Alors certes, ils ont eu les renforts en fin de mercato de Marchetti et de Joris Senati qui font pas de mal à ce bloc défensif qui prend l'eau véritablement. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir des joueurs qui sont sensiblement les mêmes que l'an passé. Coutader, Lassie, on retrouve derrière, il y a Diallo, Avinel, Leroy dans les buts, Huard à gauche, Kalou à droite, donc là, il y avait Youssouf qui a joué. Donc voilà, ça reste quand même finalement une défense qui est restée la même. C'est quand même incompréhensible ce que l'on peut voir. Alors, Pantaloni là, a poussé un énorme coup de gueule, notamment s'est repris chez nos confrères de Corse Matin, où il a trouvé vraiment la prestation affligeante. Ça serait à moins du côté d'Auxerre. Mais déjà, après la victoire, la petite victoire 1-0 face à Dunkerque la semaine passée, il avait dit que ces joueurs manquaient de niaque, il n'y avait pas assez d'agressivité dans le bon sens du terme. Il avait d'ailleurs poussé une gueulante à la mi-temps de ce match-là face à l'USLD. Et on n'arrive pas à retrouver cette niaque-là, cette agressivité, dans le bon sens du terme du côté des Corses, c'est un peu leur marque de fabrique aussi. Et cette année, c'est quand même pas du tout cela. En plus, ils ont une efficacité offensive assez impressionnante. Et maintenant, si en plus la défense commence à prendre l'eau, c'est assez inquiétant. Ajaccio est 19e. On l'a dit il y a quelques semaines que ces dernières saisons en Ligue 2, Ajaccio fait une saison bonne, une saison très mauvaise en se battant pour le maintien. Ça semble être parti pour le cas. Et là, avant de penser à la montée, il va vraiment falloir penser à aller prendre les points. À mon avis, là, ils sont plus trop dans l'état d'esprit de monter. Parce que là, il y a déjà eu 6 journées de jouer et ça passe très, très vite. Et voilà, pour le moment, on va dire qu'il faut se retrouver une base défensive. Et d'un autre côté, alors, c'est pas l'inquiétude qui est la même pour le Havre, qui a déjà 9 points, si je ne me trompe pas, mais c'est prendre 3-0 à Paris contre apparemment un concurrent direct. Ça fait tâche. Le Havre, on les a vus cet été, Dorian notamment ensemble, ça nous avait séduit.
Mais ils ne valident pas pour l'instant les promesses. Ils ont gagné petitement la semaine passée. Là, ils ont pris donc 3-0 contre Paris. Ils avaient perdu contre Niort. C'est de plus en plus inquiétant. Et on l'a dit la semaine dernière avec Benoît Donquel, c'est surtout, il n'y a pas de banc derrière. Il n'y a pas de solution offensive de rechange. Maintenant, il y a Khalid Boutaï, mais on va voir combien de temps il va lui falloir pour revenir à son meilleur niveau. C'est pas demain. Donc, ça devient inquiétant et malgré cette défaite, Vincent Volpe n'a pas réussi à sortir un peu de chez qui. Je ne sais pas, peut-être que l'argent emmagasiné avec les transferts, notamment de Tino Kadewere, dévie vers d'autres contrats avant de revenir, mais en tout cas, il n'est toujours pas là. Ouais, Le Havre, on les avait vus très convaincants en prépa, mais quand tout le monde était à 100%, et là, il y a des suspensions, il y a des joueurs qui ont un peu la tête ailleurs, comme le cas Loumeras, et puis tout de suite, quand on enlève 3-4 joueurs titulaires de cette équipe, comme tu l'as dit, je pense qu'il manque un peu de profondeur de banc, et c'est pas le mercato qui aura réglé ça. Moi, mon fait marquant, alors déjà, c'est la très belle victoire de Clermont contre Rodez, 3-0. Je pense que Clermont est récompensé enfin de son bon début de saison, parce qu'ils ont beaucoup manqué de réussite. Je pense notamment au match contre Troyes où ils ont 2 buts refusés, où ils auraient, je pense, au moins mérité de ramener le point du match nul. Donc il y a cette victoire voilà, nette et sans bavure contre Rodez, mais surtout ce qui était marquant, c'est un peu l'amateurisme du corps arbitral sur cette rencontre qui a laissé jouer le match avec des maillots qui se ressemblaient énormément. Et à la télé, c'était tout simplement impossible à regarder. On en rigolait avec Philippe pendant le multiplex parce que quand il y avait un corner ou un coup franc, tous les joueurs dans la surface, à part le short rose de Rodez, sinon c'était impossible de dire qui attaquait, qui défendait. Enfin, franchement, c'était du grand n'importe quoi. Alors en plus, il pleuvait comme pas possible. Les caméras étaient remplies d'eau. Ah ouais. J'ai jamais vu un spectacle aussi catastrophique de ma vie lors d'un multiplex de Ligue 2. Donc voilà, à la limite, on espère que Téléfoot va investir dans des petits abris pour les caméras, mais c'est surtout, je n'arrive pas à comprendre comment les arbitres ont pu laisser la première mi-temps se dérouler avec des maillots qui se ressemblaient autant. On sait qu'en plus souvent ils sont assez tatillons pour le coup. Et là, je sais pas, ils se sont pas dit qu'il y avait quelque chose qui buguait. Alors quand même, l'histoire se finit bien puisque à la mi-temps, Clermont a changé d'équipement, ils ont joué en blanc. Et là, tout de suite blanc contre noir et rose, on voyait tout de suite la différence, quoi. C'était mieux. Donc voilà, c'était un peu le fait marquant, un peu en mode anecdote, mais quand même, ça prouve que la Ligue 2 c'est un championnat professionnel, mais on est toujours étonné des fois de voir des petites séquences comme ça où on sent qu'il y a encore quand même du progrès à faire dans la couverture du championnat. Allez, avant de parler de Mercato, accueillons tout d'abord notre invité Gaëtan Weisbeck, élu joueur du mois de septembre par les lecteurs et les rédacteurs de maligue2.fr. Bonjour Gaëtan, merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation et puis surtout félicitations pour ce début de saison vraiment canon de ta part et de la part de Sochaux aussi. Bonjour, merci beaucoup à vous pour l'invitation et pour l'élection du titre de meilleur joueur. Voilà, ça fait énormément plaisir, donc merci à vous. Bon, comme on le disait un peu entre nous avant l'émission, on n'a pas encore le trophée à te remettre en main propre, mais bon, du coup, on va en profiter pour te poser quand même quelques petites questions avec ce début de saison. Déjà, revenons sur ce match de Chambly où, franchement, là, j'imagine que vous êtes passé par toutes les émotions, surtout dans cette fin de match complètement folle. Ouais, c'est sûr que voilà, c'était un match qui n'avait pas très bien commencé. On est rapidement mené au score par cette équipe de Chambly qui est une équipe très rugueuse. On le savait déjà avant le match, donc c'était pas un cadeau de leur laisser un but d'avance. Surtout qu'on sait que voilà, c'est une équipe plutôt défensive qui défend beaucoup et qui est très agressive. Donc voilà, on s'est un peu mis en difficulté tout seul en encaissant ce but rapidement. Après, derrière, j'ai une grosse occasion juste avant d'égaliser qui ne met pas forcément en confiance. Et derrière, j'arrive à rectifier le tir tout de suite en égalisant sur ce coup franc. Donc, heureusement d'ailleurs qu'on égalise rapidement parce que dans les matchs comme ça, il vaut mieux le faire le plus vite possible parce que sinon, plus le temps y passe et plus le temps jouer pour cette équipe de Chambly. Et puis après, il y a ce doublé aussi, forcément, cette frappe. Alors que j'ai vu 4 buts, 4 en dehors de la surface. Bon, ça va, t'as trouvé le bon réglage là depuis le début de saison. Ouais, on va dire que j'ai trouvé le bon réglage. Après, voilà, pourvu que ça dure, c'est sûr que c'est un début de saison très positif, que ce soit individuellement ou collectivement. Voilà, on n'a pas encore perdu. 3 nuls, 3 victoires. Je pense que c'est vraiment un début de saison très positif pour le club. Voilà, après, on a des objectifs bien précis, c'est la 10e place. Donc, on va continuer à faire preuve de beaucoup d'humilité et prendre match après match et
et pas se prendre la tête et voilà, faire du mieux possible. Et après, pour revenir sur le match, c'est sûr que ensuite, le 2-1 après la mi-temps nous fait beaucoup de bien. Ensuite, on va dire qu'on s'est un peu endormi et on va dire que sur une action un peu anodine, voilà, le ballon tape la main de notre défenseur. 88e minute, penalty pour Chambly. Donc c'était un moment très difficile. On se dit, ah ouais, là, c'était dur mentalement, c'était pas facile à ce moment-là. On s'est dit, ouais, se faire égaliser à domicile comme ça à la 88e minute par cette équipe de Chambly qui, au final, n'a pas eu beaucoup d'occasions. Ça aurait été un peu frustrant de finir sur un match nul. Voilà, derrière sur l'engagement, on arrive à marquer 3-2. Voilà, c'est des signes très positifs. C'est des signes qui montrent que voilà, le groupe vit bien, qu'on a une grosse solidarité. Et l'état d'esprit qui est irréprochable, comme je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines, c'est ce que le coach il essayait un peu de nous inculquer dès le premier jour de la reprise. Enfin, depuis que je suis là, même l'année dernière, c'était pareil. Et je pense que cette année, on a vraiment un bon groupe qui vit bien et c'est très positif. On a l'impression aussi qu'il y a vraiment aucun calcul dans les matchs de Sochaux. Peut-être à Toulouse où on vous a trouvé un peu inoffensif, mais sinon c'est vrai que surtout les matchs à domicile, on a l'impression qu'on voit vraiment du football total. Il y a 2-2 à la 89e, on va gagner le match, on se dit pas on se contente d'un point et on repart à l'assaut et puis tant pis. Alors peut-être que des fois ça va peut-être vous porter préjudice sur certains matchs, mais en même temps nous en tant qu'observateurs et puis on voit les supporters à Bonal, je pense qu'ils aiment voir aussi, vous le sentez aussi vous sur le terrain, cette notion de football total? Oui, justement, en parlant de football total, c'est un peu les valeurs qu'on doit inculquer à domicile, ce que le coach nous demande, voilà, de offensivement de jouer les coups à fond, dès qu'on peut aller vers l'avant, d'aller vers l'avant, de jouer, comme vous l'avez dit, un football total, c'est les mêmes termes que le coach utilise souvent. Donc voilà, après, c'est sûr qu'on a un public et d'ailleurs notre COP qui est revenu pour ce match-là, donc ça nous a aussi beaucoup aidé. Forcément, c'est quand il y a un peu de bruit, un peu plus de bruit que d'habitude, on va dire, forcément c'est quelque chose qui est bien pour nous parce que ça nous transcende et ça nous permet de se donner encore plus et d'aller au bout de nous-mêmes et de finir vraiment les matchs lessivés et voilà, avec le devoir accompli. Justement, sur le plan perso, il y a une belle ovation de Bonal pour toi avec ce doublé. On imagine qu'il y a eu quelques petits frissons quand même quand le stade comme ça se lève. Voilà, ça doit faire quelque chose, c'est marquant. Ouais, surtout que voilà, le coach me sort à la 90e minute. Je sors de l'autre côté parce que voilà, l'arbitre voulait pas que je gagne de temps. Donc, il m'a demandé de sortir du côté là où c'était le plus rapide. Et là, la tribune en face des bancs qui s'est levée comme un seul homme pour m'acclamer, c'était exceptionnel. Je veux dire que en fait, à part dans le foot, je pense qu'on peut pas vivre de tels moments au niveau des émotions parce que c'était vraiment exceptionnel. Et ensuite, je passe vers le but. Le COP qui scande mon nom. Aujourd'hui, là, rien que d'en parler, j'en ai encore les frissons. On a vu Donc, les images, c'était magnifique. C'est vraiment des sensations très fortes et ça fait énormément plaisir de savoir que nos supporters sont derrière nous et derrière moi sur un point de vue individuel. Pardon. Et on en avait parlé un peu ensemble, du coup, il y a quelques semaines dans l'interview que vous pouvez retrouver sur Ma Ligue 2 d'ailleurs. Avec ce brassard aussi autour du bras, on va en revenir un peu, mais est-ce que tu t'attendais à être capitaine cette saison ou ça a été une surprise totale? Une surprise totale, non, une petite surprise, je dirais, ouais, parce que voilà, comme je l'avais déjà été lors d'un match de préparation. Ensuite, voilà, on est arrivé au premier match de championnat et avant le match, donc le coach adjoint était venu me voir sur le terrain pour me dire que voilà, aujourd'hui, le staff voulait me récompenser par rapport à mon sérieux, à mon travail au quotidien et que pour eux, je méritais d'avoir le brassard et qu'ils allaient me le donner pour ce premier match. Et voilà, derrière, j'ai fait en sorte de leur rendre cette confiance sur le terrain du mieux possible et je pense que ça s'est bien passé sur ces premiers matchs. Ouais, 4 buts de passes décisives. Déjà, en s'y rencontre, je regardais la saison dernière, donc on va dire que tu découvrais la Ligue 2 avec Sochaux, 2 buts et une passe décisive. Donc déjà, tu es largement en avance sur les stats, même s'il n'y a pas que les stats dans le football, mais c'est quand même assez significatif de l'importance que tu as pris depuis le début de saison dans cette équipe. C'est un nouveau Gaëtan, tout simplement, qu'on voit cette saison. Toi, comment tu le ressens? Bien sûr, après on avait eu une discussion avec le coach pendant la préparation individuellement. Et voilà, on s'était fixé des objectifs plus élevés cette année ensemble, donc lui et moi. Et il y avait dans ces objectifs-là, c'était d'être plus décisif. Donc on était d'accord sur ce point-là. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai déjà réussi à faire mieux que l'année dernière. Et maintenant,
on va dire qu'on va pas se fixer de limites et faire du mieux possible, être le plus décisif possible et le plus performant possible à chaque match. On sent quand on parle avec les joueurs socialiens que Omar Daf, il arrive vraiment à tirer le meilleur de vous-même et qu'il arrive à souder le groupe. C'est vraiment lui le point central justement de la mentalité de l'équipe. Ah, clairement, c'est vraiment le coach qui nous inculque des valeurs et même sur un point de vue technico-tactique, c'est vraiment un coach qui est très très fort, honnêtement. Voilà, il nous apporte beaucoup tactiquement. C'est vraiment un passionné du foot et quotidiennement on travaille et moi j'ai vraiment beaucoup appris par son biais. Voilà, depuis que je suis arrivé à Sochaux, je sens que je progresse beaucoup dans tous les domaines. Voilà, c'est un coach aussi qui est proche assez proche de ses joueurs et ça nous permet d'être le plus performant possible le week-end sur le terrain. Et justement, pour toi, on te voit beaucoup, encore plus présent à la finition, même si tu as marqué sur des frappes de loin principalement, mais tu parlais de l'occasion tout à l'heure contre Chambly où tu es à la conclusion de ce beau mouvement dans la surface. Tactiquement, c'est quoi les consignes pour toi? Tu as de la liberté offensive et un gros travail défensif. Par rapport à la saison dernière, est-ce qu'il y a eu une modification de ton placement, par exemple, avec une discussion avec le coach? Au niveau de mon placement, non, il n'y a pas eu de changement, pas Ouais. du tout. Voilà, défensivement, de toute façon, dans notre équipe, avec ce coach, il y a tout le monde attaque, tout le monde défend, donc il n'y a pas de tricheur, il y a tout le monde bosse quotidiennement et le week-end, je pense que ça se voit sur le terrain aussi. Et il n'y a personne qui peut ne pas faire le travail défensif. C'est quelque chose d'obligatoire avec le coach et je pense que c'est aussi une de nos forces, même si je pense qu'on peut éviter certains buts et encore être meilleur défensivement. Donc voilà, je pense que défensivement, il faut que tout le monde travaille le plus possible et faire de son mieux et derrière vraiment se projeter sur chaque attaque et jouer un football total et aller au bout des actions. Voilà principalement ce que le coach nous demande. Bon, et puis, dernière petite question, tu me vois arriver, je pense, de loin, mais aujourd'hui, vous êtes sur le podium. Sochaux risque d'être considéré de plus en plus dans la peau d'un vrai prétendant à la montée. Il y aura peut-être ce statut dans les prochains matchs à assumer par rapport à l'année passée où voilà, c'était plus joué principalement, on va dire, le maintien. En tout cas, il n'y avait pas cette étiquette de candidat à la montée. Là, cette saison, il va falloir apprendre aussi à peut-être être un peu plus attendu par l'adversaire. Oui, peut-être plus attendu, mais après nous, voilà, on prend match après match. On va continuer à faire preuve de beaucoup d'humilité. Voilà, on sait d'où l'on vient. On a des objectifs qui est la 10e place aujourd'hui. Voilà, c'est l'objectif fixé par le club. Donc nous, on va pas s'enflammer, c'est que le début du championnat et on va continuer à travailler du mieux possible. Et voilà, s'il y a un truc à jouer, on le jouera à fond. Et aujourd'hui, principalement, l'objectif c'est la 10e place. Donc on va s'atteler à ça dans un premier temps et après on verra au fur et à mesure de la saison. Et, encore une dernière question, je ne sais pas si Philippe va l'assumer ou pas. Non, mais on va parler de Mercato beaucoup après pour revenir sur la journée d'hier qui a été mouvementée dans beaucoup de clubs. On en parle entre nous aussi, mais quand on brille comme ça sur un début de saison, est-ce que forcément on a un peu plus de sollicitations? Est-ce que voilà, Sochaux s'est posé la question de éventuellement perdre toi ou même d'autres joueurs qui cartonnent depuis le début de saison? Non, je pense que voilà, aujourd'hui, mon avenir, de toute façon, à Sochaux, je me sens bien. J'ai la confiance du coach, du staff, même d'un club entier. Donc voilà, la question s'est pas vraiment posée, même si voilà, mon agent a eu quelques sollicitations de son côté et dont il m'a fait part. Mais voilà, C'est réglé l'objectif, direct. c'était voilà, l'objectif, c'était pas vraiment, enfin, déjà dans un premier temps, c'était pas de s'enflammer, et déjà de confirmer la saison passée cette année et faire du mieux possible avec Sochaux et ensuite on verra par la suite. Mais aujourd'hui, voilà, je me sens bien ici et faut continuer à être performant et à faire les meilleurs matchs possibles. Eh bien, merci beaucoup Gaëtan, encore une fois de ta participation. Encore toutes nos félicitations pour ce titre de joueur du mois. Alors, octobre est déjà bien parti avec ce doublé, hein. Peut-être qu'on Il va va se falloir se revoir. calmer un peu là. Ouais, Peut-être qu'on va se revoir dans un mois encore parce que là, pour l'instant, c'est bien parti pour faire partie des 5. Mais il y a de la concurrence. Il y a Le Bihan qui cartonne bien. Il y a Julien Lopez. Julien Lopez, ouais. Peut-être nombreux à avoir mis un doublé déjà pour samedi. Donc voilà, c'est bien. Les buteurs sont inspirés en ce moment. En tout cas, encore une fois, un grand merci Gaëtan et puis à très bientôt. Merci à vous et à bientôt.
Et on accueille désormais notre deuxième invité après Gaëtan Weisbeck, c'est Frédéric Souget, journaliste et rédacteur en chef, même je pense, de Métrosport. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du GF38. On va parler mercato évidemment et plus précisément donc de Grenoble. Bon, déjà bonjour Frédéric, comme nous tu as eu un lundi chargé avec le GF38 et ses 3 arrivées officialisées. Est-ce que c'était prévisible de voir Grenoble bouger autant sur ce dernier jour? Bonjour à l'équipe déjà. Effectivement, lundi chargé, mais lundi heureux côté grenoblois, puisque les nouvelles ont plutôt été bonnes. Prévisible, oui et non, parce qu'on attendait plutôt 2 recrues, une derrière et une au milieu. Après, le départ de Terrell London en fin de semaine dernière a fait que sans doute une place s'est libérée pour un joueur devant. Donc oui et non pour te répondre. Et pour les départs, on savait qu'il y avait quelques joueurs qui étaient suivis par d'autres clubs. Donc ça, c'est peut-être même la meilleure nouvelle du mercato grenoblois, qu'il n'y ait pas eu de départ final. On va rappeler évidemment les 3 recrues. Donc il y a le défenseur Loris Neri qui arrive libre de Nancy. Alors par contre, j'ai plus en tête les durées de contrat. Neri c'est 2 ans. 2 ans. Qui arrive libre de Nancy. Ensuite, on a Manu Pérez qui arrive du RC Lens 3 ans. Et là, pour le coup, c'est plus un transfert, puisqu'il était encore sous contrat avec Lens. Et puis, devant, on a David Hénin, je ne sais pas comment on le prononce précisément, qui remplace numériquement un peu Terrell London, qui a été prêté à Nimeg. 3 recrues, une par ligne. Bon, on a l'impression que ça y est, l'effectif grenoblois est pas mal étoffé désormais, parce qu'on a vu qu'avec les cas de Covid qui ont touché le club contre Valenciennes, le banc était un peu juste, quoi. Le banc était un peu jeune. Après, c'est aussi un choix de prendre des jeunes sur le banc et éventuellement de les faire entrer. Là, je pense que le recrutement, même si le club pour l'instant s'en défend, est quand même plutôt synonyme d'ambition sur cette fin de championnat. L'équipe était 2e sans les 3 recrues. Forcément, on va s'attendre maintenant à voir Grenoble peut-être viser un peu mieux qu'un maintien serein. Après, s'il y a une équipe à jouer avec des cas de Covid, c'est bien VA. Hein. VA qui a perdu à Dunkerque avec 7 cas de Covid, perd sur Grenoble. Voilà. Moi, j'avais une question, Fred. On a l'impression quand même, et c'est pas qu'une impression, je pense, que cet effectif grenoblois peut être plus fourni, plus riche qualitativement et quantitativement que l'an passé. Et ça offre davantage de solutions à Philippe Inchberger. Alors c'est une certitude, ça. Je pense que Grenoble n'a même jamais eu un effectif aussi riche. Depuis le début de la saison, c'était surtout le cas devant, où il y a un banc qui fait souvent la différence. Terrell London est parti, mais il avait marqué le but de la victoire à Chambly. On a Moussa Djité et Achille Anani qui alternent en position d'avant-centre. Et on a Mamadou Diallo qui, pour l'instant, est très peu titularisé, qui a été titulaire contre Valenciennes du fait des absences et qui a marqué. Donc devant, effectivement, il y avait déjà beaucoup de solutions. C'était un peu moins le cas au milieu et derrière, et du coup, le recrutement a aussi fait en conséquence pour pallier peut-être ces manques. Et aujourd'hui, quasiment tous les postes sont doublés. Il manque peut-être un défenseur central en plus pour vraiment doubler tous les postes avec des joueurs qui ont un niveau quasi titulaire, sachant que Manu Pérez, je crois, peut dépanner en défense centrale si besoin. Voilà, la polyvalence de certains peut permettre de doubler aussi à ce niveau-là. J'imagine justement que la grosse recrue, peut-être celle qui fait le plus plaisir, celle d'hier, c'est quand même Manu Pérez qui rentre au Bercail. Voilà, comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? Comment est-ce que ça s'est fait aussi? Alors moi personnellement, j'ai appris la nouvelle, j'étais pas disponible quand c'est tombé, j'ai reçu à peu près 15 messages avec le lien de l'article de l'équipe qui a sorti du coup l'information hier, en me disant t'as vu, il y a Manu Pérez qui revient, etc. Moi le nom n'était pas du tout dans ma shortlist personnelle. Après Manu Pérez, c'est un joueur qu'on avait essayé de faire revenir l'an passé quand il était parti de Clermont, mais qui a été plutôt parti du côté de Lens. C'est un joueur qui a jamais caché son amour pour Grenoble, qui a été formé ici, qui était de l'aventure et qui était même capitaine quand Grenoble est reparti en CFA2, CFA. Voilà, il y a des vraies attaches. C'est une petite surprise parce que finalement, il découvrait la Ligue 1 cette année, donc on aurait pu se dire, voilà, une envie de rester un peu plus, mais si j'ai bien suivi son début de saison, même s'il a joué contre Paris, il n'entrait pas forcément dans les plans à Lens. Donc c'est à la fois une surprise, mais à la fois une décision assez logique de le revoir à Grenoble, de le revoir pour 3 ans. Je pense que comme Yorick Ravet, ça c'est un joueur qui va s'inscrire sur la durée, qui va s'inscrire pour faire revenir l'équipe, on l'espère en tout cas, au moins sur les premiers rôles de Ligue 2. Et puis c'est un joueur, vous l'avez dit, qui est avant tout, avant d'être un Grenoblois et un joueur apprécié des Grenoblois, c'est surtout un sacré joueur de football qui va bien s'incorporer, je pense, dans cet effectif du GF38 qui est déjà très joueur cette année. Qui manquait peut-être de la qualité de première relance que Manu Pérez peut apporter aussi de son côté. Franchement, c'est tout bonus pour Grenoble, je pense, ce retour de Manu chez lui.
Et justement, tu parlais tout à l'heure de l'efficacité offensive. C'est vrai qu'on voit que tous les attaquants quasiment ont marqué cette saison. Dès qu'ils rentrent, ça marque, etc. Est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est lié à la grande qualité des deux milieux de terrain que tu as derrière? Et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Yorick Ravé et Jesse Bennett, qui pour moi sont vraiment des super joueurs. Charles Piquel au milieu. Charles Piquel aussi, mais qui est un peu plus défensif. Plus défensif, mais. Ouais, au niveau de la Alors, création. Yorick Ravé, moi déjà, je le place comme un attaquant, pas comme un milieu de terrain. Ouais. Je pense que le coach Philippe Inberger sera assez d'accord avec moi. Grenoble joue avec 3 attaquants, en fait, concrètement. Enfin, quand ils sont en 4-3-3, quand c'est en 4-2-3-1, c'est un peu différent. Après, oui, il y a une qualité technique. Moi, je rajouterais Flo Michel aussi, qui n'a pas joué, qui s'est blessé, mais qui a une qualité technique aussi importante. Et effectivement, c'est des joueurs de ballon. Alors, Yorick Ravé, pareil, c'est un retour au club, donc on connaissait ses qualités. Mais moi, ce qui m'a frappé depuis son retour et depuis la préparation, c'est sa faculté à jouer souvent une touche, 2 touches maximum, en fait. C'est un accélérateur de jeu. Alors, il y a un peu de déchets de temps en temps, mais quand ça passe, ça fait aussi très mal. Le premier but contre Valenciennes, d'ailleurs, il y a récupération d'un milieu de terrain, et je crois que dans la foulée, Yorick Ravé, en première intention, sert Achille Anani, qui lui va dévier sur Mamadou Diallo pour le but. Mais voilà, effectivement, si les attaquants marquent, c'est aussi parce qu'ils sont mis en très bonnes conditions par des joueurs de grand talent derrière. On n'a pas cité Jesse Bonnet, mais c'est pareil, c'est une qualité technique largement au-dessus de la moyenne, je pense, en Ligue 2, et ça fait beaucoup de bien. Il y a vraiment beaucoup de joueurs de ballon dans cette équipe, et Manu Pérez en plus, qui est un formidable joueur de ballon. Ça donne envie de voir la suite et de voir comment aussi le coach va faire pour faire cohabiter tout ce beau monde aujourd'hui. Bon, justement, la suite, alors moi, je connais par cœur le football, donc j'avais placé Grenoble dans mes 5. Donc voilà, ça. Moi. Oh là 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 là. Ah, c'est vrai en toute modestie. Non, je rigole, mais c'est vrai que déjà avant le recrutement, enfin avec le recrutement de cette année et avant ces trois derniers renforts, je sentais voilà la chimie prendre encore plus à Grenoble, et notamment parce qu'il y a la continuité avec Philippe Inchberger et qu'on sait que on voyait cet effectif monter en puissance. Mais on en a parlé rapidement tout à l'heure. Philippe, Laurent, est-ce que pour vous, avec ce dernier jour de mercato, on peut vraiment parler de Grenoble qui est aujourd'hui sur le podium comme un candidat pour toute la saison, ou est-ce que pour vous c'est encore peut-être un peu trop tôt, ou il manque encore peut-être quelque chose à Grenoble? Oui, moi, de toute façon, déjà le Grenoble sans ces 3 recrues était intéressant et même impressionnant sur certaines phases de jeu. En plus, il réussissait à gagner, je pense face à l'AC Ajaccio, sans être forcément très très beau, très très bon. Donc forcément, tout ça, ce sont des signes qui montrent que Grenoble sera sûrement un candidat au top 5, et c'est très bien pour Grenoble. Maintenant, il va falloir se montrer régulier sur toute une saison, ce qu'il a manqué à ce GF38 il y a 2 ans. Après, on parlait aussi peut-être de l'inexpérience de la Ligue 2 à l'époque. L'an passé a été plus compliqué. Et voilà, cette année, on retrouve en plus de l'allant, du jeu offensif, et puis un Stade des Alpes, je pense qu'une fois qu'il verra un peu plus de monde revenir, va se mettre à chanter, à vibrer et à pousser un peu cette équipe qui le mérite bien. Ouais. Justement, Fred, c'est ça aussi. Philippe Inchberger, il insistait beaucoup sur le parcours à domicile. Pour l'instant, c'est un sans faute, alors que les saisons d'avant, ça a été un peu plus difficile. C'est ce qui fait la différence aussi. Enfin, en fait, on a le sentiment que c'est un Grenoble plus joueur et plus offensif que les 2 saisons précédentes, qui a plus confiance en lui aussi. Alors, il y a forcément le côté confiance. Hein. Forcément, quand les attaquants marquent, l'an passé, on finit comme une saison avec Florian Raspantino, qui était un peu la recrue star, entre guillemets, qui marque pas un but. Donc, forcément, ça impacte derrière sur le rendement. Cette volonté, effectivement, de jouer tout simplement à domicile, on la voit souvent dès les premières minutes du match, où les Grenoblois sont très offensifs, mettent la pression. Alors après, il y a un peu de réussite aussi, hein, on ne va pas se le cacher sur le début de saison. On joue quand même Ajaccio qui manque plusieurs joueurs derrière. On joue Toulouse qui n'était pas forcément encore au top à ce moment-là. Valenciennes, très bon match. Alors Grenoble, par contre, avait pas mal d'absents. Donc à la limite des 3, c'est celui-là le plus rassurant du lot. Mais oui, moi ce que j'ai envie de dire, je ne croyais pas au top 5 cette année. Par contre, ce que je me disais, c'est que faire aussi bien que les années précédentes, mais avec du spectacle, ça serait forcément un plus. Parce que les 2 dernières saisons, finalement, Grenoble termine 9e. Mais on n'a pas vraiment vibré à domicile notamment, ça a été difficile, et on le sent, le Stade des Alpes qui a de moins en moins d'abonnés en fait chaque saison qui passe. Et je pense que le premier rôle, avant même d'envisager des playoffs, des choses comme ça, c'est de continuer sur cette lancée à domicile, de faire plaisir aux gens, de se faire plaisir à soi, et les résultats, à mon avis, suivront forcément derrière, comme c'est le cas depuis le début de la saison.
En tout cas, on va suivre l'évolution de cette équipe grenobloise qui est bien séduisante depuis le début de la saison et qui sera sans doute encore davantage avec ces 3 recrues. On découvrira David Hennen au fil de la saison. On connaît déjà mieux Loris Neri et Manu Pérez. Merci beaucoup Frédéric. Donc on rappelle toute l'actualité du GF38 sur Métrosport, notamment le mercato où souvent tu vises juste. Tu es souvent bien informé tu as été bien informé tout au long du mercato. On a beaucoup repris tes informations aussi. Voilà, merci beaucoup pour tout le travail effectué sur le GF38 et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup. On vient de le voir, donc Grenoble qui a beaucoup bougé en ces derniers jours du mercato avec 3 arrivées, mais c'est pas le seul club qui nous a surpris lors de cette dernière journée mouvementée, messieurs. J'ai envie de vous dire quel est le mouvement qui vous a peut-être le plus étonné ou le plus marqué sur ce lundi. Je vais en citer plusieurs comme ça rapidement, mais on a eu Khalid Boutaïb au Havre, Julien Ponceau à Rodez, il y a eu l'épisode Bamou, le vrai faux départ, Niort et 3 qui ont recruté 2 joueurs, Tchèque Fantamari Diarra à Dunkerque. Voilà, qu'est-ce qui a retenu votre attention un peu plus particulièrement pour toi, Laurent? Je vais en citer déjà un, c'est Mathieu Michel du côté de Niort, dans la mesure où Niort passe quand même d'un Émile Leclerc qui est très bon, hein, mais qui a 17 ans, qui est très très jeune, surtout un gardien d'expérience qui vient prendre la place de Saturnin Alagbé parti. Je pense que c'est une réaction très très belle et de la part des dirigeants niortais. Voilà, ils ont su saisir cette occasion. On ne sait pas que ça se sentait, mais on savait de toute façon qu'il y aurait de la place pour un gardien expérimenté et remplaçant en Ligue 2, voilà, c'est le cas. Il y a un autre, c'est aussi de l'expérience, mais plus surprenant, c'est Tchèque Fantamadi Diarra pour moi du côté de l'USLD. On savait que Dunkerque était à la recherche d'un attaquant depuis quelques semaines, notamment avec la blessure de Kevin Rocheteau et Tchèque Fantamadi Diarra. Voilà, bon après, Mercadal le connaît bien pour l'avoir eu à Tours. Donc c'est une surprise sans en être une, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour lui aussi. Il doit se relancer après 2 saisons à Châteauroux en dents de scie. Voilà, on va voir ce que ça donnera et je lui souhaite que le meilleur. Pour toi, Philippe, dans tout ce que j'ai cité, est-ce qu'il y a un Ouais, c'est toujours spécial. Hein. La dernière journée de mercato, on s'attend à tout et n'importe quoi. Donc, il y a eu tout et n'importe quoi. De toute façon, c'est un peu le résumé de la journée. Clairement, moi, je suis totalement d'accord avec Laurent. Pour moi, la vraie recrue phare, c'est Mathieu Michel. Mais en même temps, avec le départ de Saturnin à Lac-Bay, on savait que Niort pourrait le faire et ils ont fait le bon choix. C'était quand même le gardien qui a un bon niveau en Ligue 2 qui était dispo. Niort ne pouvait pas faire la saison sans un gardien d'expérience. Donc, ça me paraît cohérent. Il y a des choses plus surprenantes, effectivement, au Havre, quand on voit les moyens qu'a un club comme le Havre, finalement, de voir qu'il se positionne sur personne et qu'au tout dernier moment, ils font revenir Boutaïb. Moi, j'avais adoré Boutaïb à l'époque. C'était Gazélec et puis Strasbourg, où vraiment, il avait 20 buts avec Strasbourg. Ouais. Un vrai talent. C'est ça, une qualité technique. Voilà, c'était il y a 4 ans, donc c'est quand même un gros point d'interrogation. Il y a eu Gori aussi qui est revenu à 3. Là, je trouve plutôt ça une bonne idée avec Tristan Dingomé. Je trouve que c'est des joueurs de complément qui vont être intéressants pour Laurent Batles, même si pareil, on aurait pu attendre autre chose de la part des nouveaux propriétaires de l'Estac. Donc voilà, en même temps, les derniers coups du mercato, c'est rare que ce soit des joueurs qui fassent une saison extraordinaire avec leur nouveau club. On va voir s'il y a des coups qui nous font mentir cette saison. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière, notamment de ce fameux attaquant du Havre qui manquait à l'appel, Khalid Boutaïb, juste pour resituer, donc qui arrive libre, qui a très peu joué du côté de Zamalek en Égypte ces derniers mois, et puis même en Turquie, la deuxième année, il avait un peu moins joué, donc il a 33 ans aujourd'hui. On va voir s'il peut apporter toute son expérience et s'il trouvera encore autant le chemin défilé avec le Havre. Et puis moi, du coup, je vais plus m'attarder sur Julien Ponceau à Rodez. C'est vrai que ça, on l'avait évoqué à Dunkerque notamment. Du coup, finalement, Dunkerque qui a pris le choix d'un joueur beaucoup plus expérimenté à la Ligue 2. Et du coup, c'est Rodez qui en a profité. Alors, Rodez, ils ont étudié le profil de Bayala et Radovanovic du RC Lens. Celui qui en a fait les frais, c'est surtout Cyril Bayala qui, du coup, était en
En balance, forcément. En balance, pardon. Ouais, à peu près le même poste. Hein, c'est un poste d'excentré. On se souvient de Julien Ponceau il y a 2 ans déjà avec Lorient qui pour ses débuts en Ligue 2, avait montré un énorme potentiel avec Michael Landreau. Et puis, il a totalement disparu avec Christophe Pélissier. Donc, on imagine que le potentiel est toujours là. Mais il va falloir réussir à se remettre dans le rythme de la Ligue 2 et puis surtout intégrer un système tactique qui est quand même bien différent et bien particulier à Rodez, avec souvent un 3-5-2 ou un 3-4-3 où il faut beaucoup défendre quand on est sur un côté. Donc voilà, je pense que ça va être très intéressant de revoir Julien Ponceau en Ligue 2 en tout cas. Et puis pour être complet, il y a Steve Chabal qui a signé à Caen aussi hier, c'était la 6e et dernière recrue de Malherbe notamment. Et puis il y a aussi eu coup de théâtre au Paris FC avec l'attaquant Lamine Gueye qui devait être prêté par Metz pour remplacer Diaby Fadiga blessé. Et malheureusement pour le Paris, le prêt a été annulé pour des raisons administratives. Donc voilà, Paris qui a essayé un plan B. C'est Laurent Prunetta du Parisien qui a essayé Issa Soumaré d'Orléans, mais Orléans n'a pas lâché l'affaire. Il demandait beaucoup. Laurent, tu veux... Et j'oublierai pas également, même si c'est sorti hier, finalement assez tôt dans la journée, Gaëtan Robaille qui est bien revenu avec Guingamp. Et c'est vrai que ça, c'est une recrue quand même qui peut faire parler d'elle. Elle ramène son expérience et surtout, je pense que Robaille a envie de rebondir après une aventure lensoise décevante. C'est vrai qu'il est arrivé tôt, donc on a failli un peu l'oublier. On en avait beaucoup parlé avant l'officialisation, mais c'est vrai que Guingamp a recruté en prêt Gaëtan Robaille. Voilà, on sait que c'est un excellent joueur de Ligue 2, Gaëtan Robaille, qui a pas réussi à franchir le cap, en tout cas qui a même pas eu l'occasion de franchir le cap à Lens, donc qui revient en Ligue 2. Guingamp qui a bien besoin d'un joueur en forme pour essayer de remonter au classement. Plus globalement, très rapidement, voilà, si on reprend le mercato un peu depuis juin. Pour vous, quelles sont les équipes qui ont, voilà, qui ont peut-être mieux négocié ce mercato qu'on rappelle très particulier, qui a duré 4-5 mois presque? C'est pas difficile, j'ai envie de dire, on prend le classement, on regarde le trio de tête et vous avez la réponse, le Paris FC qui a su dégraisser 21 départs. 21 départs, c'est ça, ils avaient 39 joueurs, si je ne me trompe pas, sous contrat. Voilà, ils ont surrecruté et recentré surtout l'équipe. Grenoble, on en a parlé, et Sochaux qui pour moi a réalisé un mercato en coup de poing presque parfait, de l'expérience, de la jeunesse un peu, et voilà, des profils intéressants vraiment, et on le voit directement, ça paye. Adamanian, premier match, un but, je lui souhaite que ça continue. Philippe? Ouais, moi j'ai bien aimé aussi ce qu'a fait, mais comme toujours, Clermont. Et je pense notamment là que le but marqué par Bayo aussi, ça va sûrement le débloquer. J'espère que quand Jordan Tell va revenir de blessure, ce sera la même chose pour lui, parce que je pense que Clermont, il leur manque justement ce côté réalisme offensif en début de saison avec un mec qui marque des buts. Et voilà, je pense que c'était des bonnes idées au niveau du recrutement. Et à l'inverse, j'ai beaucoup moins aimé ce qu'a fait par exemple un club comme Amiens. C'est même pas que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait j'ai pas compris, et j'essaye de comprendre, je comprends toujours pas. Alors heureusement, Laurent Mazur va faire un beau papier sur ma Ligue 2 qui va m'éclaircir, parce que je vais sortir maintenant. Merde. Voilà. J'avoue que je suis dans l'expectative totale, et je me dis mais il y a des clubs qui se renforcent au mercato. John Williams l'a dit, ils ont fait les miracles, hein, Amiens. Oui, je comprends bien. Hein. Et il y a des clubs qui, j'ai l'impression, se mettent un peu dans la merde tout seuls pendant la période de mercato, donc qui attendent le dernier moment pour finalement rien faire. C'est plutôt cette stratégie qui me laisse un peu penser. Tu me fais penser que Aldo Kalulu, oui, voilà, qui s'est énervé contre Amiens dans un tweet, qui a clairement taclé les dirigeants d'Amiens. Visiblement, les négociations étaient en bonne voie pour le transfert d'Aldo Kalulu, l'ancien Sochalien, entre Bâle et Amiens. Et puis visiblement Amiens qui a fait volte-face à la dernière minute. En tout cas, c'est la version du joueur. Alors évidemment, le club aura sans doute une autre version des faits, mais un joueur très très déçu de ne pas pouvoir rejoindre Amiens. Et quand on connaît la qualité d'Aldo Kalulu, voilà, on se dit que c'est quand même dommage pour Amiens surtout quand on a marqué 2 buts en 6 matchs, de ne pas pouvoir compter sur un joueur assez intéressant pour la Ligue 2. Écoutez, je pense qu'on a été assez complet. En tout cas, on a essayé de faire le maximum sur ce mercato. Voilà, de toute façon, le mercato hivernal va sans doute bientôt commencer aussi, s'il n'est pas décalé en janvier. Donc, on risque encore de voir pas mal de mouvements et de petites rectificatifs d'ici les prochaines semaines. Allez, messieurs, comme d'habitude, on va finir par le quiz. Cette fois-ci, j'ai pas refait les joueurs, hein, Laurent, parce que ça t'avait pas trop réussi. Donc,
T'as vu, je ne suis pas sévère, je ne fais pas deux fois la même chose. Non, je vais vous proposer de me citer les joueurs de l'effectif du Stade de Reims qui a été champion de Ligue 2 en 2018. Comme vous êtes que deux, vous avez le droit de vous tromper une fois. Une fois chacun. Vous avez le droit à un joker chacun. Vous me les dites dans l'ordre que vous voulez. Je pense qu'il y en a certains, ça va être facile et au bout d'un moment, à mon avis, ça va être drôle. Allez, on va commencer par Philippe. Tiens. Je commence par Abdelhamid. C'est exact. Diego. Attendez, je vais me noter les joueurs que vous citez pour pas qu'il y ait trop. Tu me dis donc Diego Rigonato, c'est ça? Bien sûr. C'est exact. Edouard Mendy. C'est exact. Chavalrin. Oui. Denilson Dacruz. Oui, capitaine même de cette équipe, Denilson Dacruz. Mon cher Pablo Chavaria. Il était. Oui, il était là. Il était là, Oui, il était là. Il était là, bien sûr. Pablo Chavaria. Le meilleur joueur de Ligue 2 cette saison-là, Gretchen Kay. évidemment, Gretchen Kay. Et il y avait également Janvier. Julien Janvier, c'est bon. Il y avait aussi Rémi Houdin. Il était là, Rémi Houdin. Ah, là, ça se complique. Ali Ndom, bien joué. Ah, vous êtes performant. Hein. J'ai un doute sur le gardien remplaçant, en fait. Il reste encore pas mal de joueurs de choix. Ouais. Donc, ça peut être un risque. Après, tu as le droit de te tromper une fois. En même temps, ils avaient 3 gardiens. Il y avait Nicolas Lemaître. Il était là. Nicolas Lemaître, c'est le 3e gardien. Exactement. Carasso. Et oui, c'était Johan Carasso. Ouais, mais je me serais trompé. Ah, il y a même un 4e gardien dans l'effectif. Bon, je pense pas que vous le trouverez parce qu'il n'est pas du tout à en Ligue 2. Donc... Un jeune? Ouais, un jeune. Ah oui, donc non, mais non. Tristan Dingomé était là, justement? Est-ce que tu valides cette réponse? Ouais. C'est non. Il était encore à 3. Il arrive en Ligue 1 quand Reims est en 2019. Donc, tu as grillé ton joker. La prochaine erreur, ce sera victoire de Laurent. Ben, je pense qu'il y en aura. Ça va être dur. Hein, parce que... Il en reste encore pas mal. Hein. Ouais, je sais qu'il en reste pas mal, mais il faut les trouver. Et les attaquants. Alors, vas-y, propose ton truc et si tu te trompes, je vais vous donner quelques. Non, j'ai pas de. T'as aucun nom? C'est catastrophique. Là. C'est catastrophique. Pourtant, on les a bien suivis. Serrez-moi. Non, j'ai pas de nom. Arrière gauche là. Alors, justement, donc un joker pour Laurent. Ah si. Romain Métanir. Romain Métanir. Ah ouais, voilà. Pardon. C'est bon pour Laurent. Non, il jouait à droite en plus. En fait, justement, j'allais vous dire, il reste. Des fois. Il reste un. Il jouait les deux en fait. Il jouait les deux. Ouais. Il reste 3 défenseurs. Il reste 1, 2. Il y a les défenseurs, on a donné les titulaires. Hein, tu as donné Ndom, Abdelhamid, Janvier. Il reste 2 ou 3 entraîneurs, ça marche pas. Le staff. Et 2 ou 3 attaquants qui jouaient un peu moins. Bah oui, il reste quand même 6-7 joueurs. Donc on est encore dans l'équipe de Ligue. Ouais, j'en suis. Ah, non, il y en a. Je sais pas. Mathieu Cafaro était déjà là? Oui, il était là. Cafaro. C'est validé pour Philippe. Ouais, mais attendez, j'ai mon joker. Bah, je vais le prendre. Voilà, je ne propose rien parce que j'ai pas du tout de nom. Ah, c'est Petit Bras. Donc, c'est peut-être Petit Bras, mais c'est pour Laurent, Philippe. Tactique. Et voilà, allez. T'as dit qu'il restait combien Alors, il reste, en gros, des titulaires, il reste le latéral gauche. Après, il reste un défenseur qui était remplaçant. Mais tu donnes pas d'indice, c'est moche ça. Ah, mais c'est parce que toi, tu as pris ton joker. Donc, et lui aussi. Ouais. Il a joué le jeu. Après, il reste un milieu de terrain qui est très connu. Très connu. Alors, qui était moitié remplaçant, moitié titulaire, mais il est très connu. Marvin Martin. Oui. Marvin Martin. Allez, à toi, Laurent. Donc, je continue et il reste 3 attaquants. Alors, il y en a un qui a pas mal joué, qui a fait une très bonne saison, que vous avez oublié. Et il y en a 2 qui étaient plutôt remplaçants, voire même qui ne jouaient pas du tout. Donc, il reste encore 5 ou 6 joueurs là. Marvin Martin était easy en plus. Ah, ça coince, hein. Je sais pas. Non, une fois, 2 fois, même un l'arrière gauche, c'est incroyable que l'arrière gauche, on n'arrive pas à se rappeler c'était qui. Parce que je suis sûr que c'était un bon, en plus que la défense de Reims, ça a été folle. C'est fini pour toi, Laurent? Même un nom au hasard? Un nom au hasard? J'ai même pas de nom au hasard. Eh ben, écoute, c'est une victoire de Philippe dans ce cas-là. Est-ce que tu peux quand même essayer de nous en donner un, Philippe?
Bah là, non. c'est- À un moment, je pensais en remplaçant à gauche, mais je pense que c'était avant, c'était l'ancien de Tours, là. Mais Ah, si, si, c'est lui. Si, c'est mais lui. si, C'est lui, Amari bah, Traoré. Non, 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 non. Non, non, Il était l'ancien- pas là. Non, mais il y en avait. Non, non, il était pas là, il était pas là. un ancien de Tours, et j'arrive plus à me rappeler Ouais. son nom. C'est Samuel Bourse. Voilà, Bourse, voilà, Ouais. c'est ça. Et j'aurais Et pas- non, donc victoire de Philippe. Donc l'arrière gauche, il était prêté par Lille. Ah, c'était Youssouf Koné, C'était Youssouf Koné qui a fait une énorme saison. et qui est à Lyon Il s'était maintenant, blessé, et qui... Oui, oui. qui a même quitté Lyon, je crois, là, d'ailleurs. Ah, peut-être, Ouais. ouais. Oui, c'était Donc Youssouf Koné. il y avait Youssouf Koné, on avait donc Bourse, on l'a dit. Après chez les jeunes, il y avait Lenny Vallier qui a rejoint Niort, il y avait Johan Roche qui joue à Rodez, il y avait Axel Dizazi qui joue à Monaco maintenant. Zazie. Ah ouais, Mais ils avaient très peu joué en Ligue 2. Ouais. Et l'attaquant qui avait bien marché là? Ouais, c'était qui? C'est Jordan Sébathieu. Ah oui, bah oui. Et après, il y avait C'est vrai. Grégory Berthier qui jouait plutôt remplaçant. Et puis on avait Anatole Ngamukol qui jouait Ah oui, pas oui, plus oui, du tout. Ouais, mais quand même, il a... ouais, Mais si, quand c'est même, vrai. si, quoi qu'en Ligue 2, il jouait encore. Il a joué un je peu, pense. ouais, il a joué un peu. C'était après le Red Star. Après, il y avait du Hassan Kamara au milieu de terrain, mais ça me dit rien du tout. Si. C'est un milieu de Un jeune, ouais. dynamique. 26 ans, non, il avait 26 ans. Donc, Ouais, je bah, me souviens jeune. pas trop. Mais, ton âge, parce que- voilà, et le quatrième gardien, c'était Hendrik Caquin. Voilà. Ah oui, non. Donc, on l'aurait pas retenu. Non, à un moment, Ah bah, j'hésitais avec c'était- Agassa. Mais c'était ouais, avant non. Agassa, ouais. Donc, C'était quand même un petit questionnaire caquin, car Oh. je dirais ça. Oui, Non. allez, bon, on va finir sur ça, tiens, on va finir sur ça. Merci beaucoup pour cette bonne vanne. Évidemment, vous retrouvez toute l'actualité de la Ligue 2 sur make2.fr. Il y a des très belles surprises qui vous attendent là, on espère, dans peu de temps. Voilà. On va pas en dire trop, mais ça arrive, les travaux avancent. Donc, bientôt l'application Ma Ligue 2, on l'espère le plus vite possible. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Et puis, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.